Donc, nous allons commencer l'entretien Tempête sur l'universalisme. Je signale à ceux qui voulaient écouter la lecture de texte antiraciste par Franck Mercadal que ce sera en salle 70 à 14h. Voilà. Donc, si j'en vois qui s'en vont, et si c'est pour la bonne cause, je ne dirai rien. Voilà. Quant à nous, nous faisions tout à l'heure l'éloge de la nuance, mais le fait est que le titre que nous avons donné à cet entretien, Tempête sur l'universalisme, ne fait pas exactement dans la nuance. Et c'est que pour filer la métaphore météorologique, il semble que les éléments se soient déchaînés depuis quelque temps sur la vision du monde universaliste. L'universalisme humaniste est au mieux accusé de pécher par excès d'abstraction, mais parfois il est soupçonné de servir de paravent à l'impérialisme de la pensée occidentale, voire au néocolonialisme. Et donc nous allons examiner avec Elisabeth Roudinesco et Fethi Benslama ce que l'on peut retenir de ces accusations et s'il y a quelque chose à sauver dans cette vieille notion d'universalisme qui remonte à la philosophie des Lumières. On va se demander si elle doit évoluer pour demeurer opérationnelle, française. Je vous présente tout d'abord, bien sûr, nos deux intervenants. Elisabeth Roudinesco est historienne, psychanalyste, et à ce double titre, elle est l'éminente historienne de la psychanalyse que nous connaissons tous. Elle est l'auteure d'une vingtaine d'ouvrages traduits dans le monde entier, dont « Soi-même comme un roi », essai sur les dérives identitaires, qui vient de paraître en poche. Et que je cite évidemment parce qu'il est en rapport avec notre sujet. Elle a cofondé avec Olivier Bétourné l'Institut Histoire et Lumière de la Pensée. Fethi Benslama, lui, est membre de l'Académie tunisienne. Il est professeur honoraire de l'Université de Paris-Cité. Il est également psychanalyste et il est auteur d'une douzaine d'ouvrages, dont Le saut épique ou le basculement dans le djihad, chez Actes Sud en 2021. Ces deux ouvrages que je viens de citer étant en vente dans le stand de la librairie de la BNF, là où nous avons eu nos agapes il y a un instant. Alors, juste pour lancer la conversation, je voudrais d'abord que nos invités tentent de définir ce qu'est à leurs yeux l'universalisme. Il faudrait quand même que nous sachions d'abord ce dont nous parlons avant de le critiquer ou d'essayer de faire évoluer cette notion. Mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est dans votre domaine de compétences ou dans l'absolu que l'universalisme? Lequel des deux veut commencer? Elisabeth. Allez, Elisabeth. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en cause à juste titre l'universalisme, parce qu'on ne peut pas penser aujourd'hui, et c'est dommage parce que là on ne fait pas dans la nuance, ça s'est radicalisé des deux côtés, on ne peut pas penser l'universel sans la différence, et on ne peut pas penser la différence sans l'universel. Autrement dit, si c'est absolument exact que les droits de l'homme, c'est une valeur universelle, hein, mais comme ceux qui les ont inventés, c'est-à-dire l'Occident, c'est-à-dire la France, c'est au nom des droits de l'homme qu'ils ont colonisé les peuples. Donc, c'est au nom des mêmes valeurs qu'ils ont fait la Révolution française, qui est universelle, libérée, et c'est au nom des mêmes valeurs qu'on a commis aussi des crimes. Donc, c'est ça qu'il faut penser, et pas supprimer l'universel au nom de la différence. Alors, même chose, la différence, si on est trop communautariste et qu'on juxtapose les cultures, c'est une catastrophe. Donc, il y a de l'universel et de la différence. Et je crois que l'un de ceux qui l'a le mieux pensé, c'est Claude Lévi-Strauss, quand il dit ni trop près ni trop loin. C'est-à-dire, pour cohabiter, il faut qu'il y ait des différences. Le communautarisme, évidemment, le pire, si on se place du point de vue de l'État, c'est évidemment un pays comme le Liban, ou certains pays d'Afrique. Il y a 18 identités au Liban selon l'appartenance religieuse, ce qui veut dire 18 tribunaux, 18 manières de régler les divorces selon les religions, ce qui est évidemment... Donc, il faut de l'universel, et il y a aussi des valeurs universelles. La liberté est une valeur universelle. Qu'on ne vienne pas me dire que les Chinois aiment leur régime. Hein, c'est pas vrai.
Bon. Donc, le désir de liberté est universel. L'inconscient est évidemment universel. Simplement, il n'est pas pensé de la même façon. La folie est universelle, mais elle n'est pas pensée de la même façon. L'homosexualité est universelle également. La sexualité aussi. Pour bien l'illustrer d'ailleurs dans notre domaine, quand le grand anthropologue Malinowski a dit à Freud que, évidemment, le complexe d'Édipe et la sexualité n'étaient pas universalisables, et que, par exemple, disait-il, la sodomie n'existe pas chez les Mélanésiens, Freud a dit, mais ils n'ont pas d'anus alors. Donc c'était évidemment une boutade. Mais c'est pas parce qu'il y a des différences dans tous les domaines qu'il n'y a pas des universaux. Il faut penser les deux en même temps. Voilà. Et donc, ne pas être là à brandir un flambeau d'un côté. Alors, je rappelle aussi, vous parliez des Lumières, c'est pas que les Lumières françaises, elles sont magnifiques, les Lumières françaises, mais les Lumières allemandes ne reposent pas du tout sur les mêmes principes, les Lumières anglaises non plus. Donc, ce qui est universel, c'est les Lumières, mais elles sont pensées de façon différente dans chacun pays. Tout vient de l'Europe. Voilà. Et c'est au nom d'ailleurs au nom des valeurs des droits de l'homme que les peuples colonisés au départ se sont révoltés contre le colonisateur qui utilisait aussi les droits de l'homme universaux, en disant on va les éduquer, les émanciper, etc. Voilà. Donc, moi, je n'aime pas, au fond, ces radicalisations d'un côté ou de l'autre. Il faut faire dans la nuance, là aussi, et dans la complexité. Merci. Monsieur Bensamaa. Oui, j'adhère tout à fait à la définition, enfin à l'approche qu'a donnée Elisabeth sur qu'il n'y a pas d'universel sans différence. L'universel est un idéal qui désigne le fait d'être égaux, mais sans être les mêmes, d'avoir des droits en tant que citoyen sans être identiques. Et donc, du fait même qu'il y ait de la différence, l'universel n'est pas un fleuve tranquille. Il y a du conflit à l'intérieur de l'universel, puisque l'universel, il rassemble des gens qui sont différents et qui ont évidemment et il y a toujours un débat à l'intérieur de l'universel. Ce que je voudrais, moi, amener peut-être les choses vers un point de vue. Quand nous parlons de l'universalisme, évidemment, et c'est tout à fait normal, nous parlons de l'universalisme qui est le nôtre, celui des droits de l'homme, sur lequel s'appuie la démocratie. Mais en fait, cet universalisme qui est un événement unique, exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, puisqu'il vient lier l'égalité et la liberté. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux. En droit, il n'y a nulle part une telle articulation, une telle association, qui rend d'ailleurs cet universel complexe. Mais cependant, il y a beaucoup d'universalisme. Les universalismes sont nombreux. La religion est un universalisme, il ne faut pas l'oublier. Le monothéisme est un universalisme avec ses déclinaisons. Et je dis cela pourquoi ? Parce que moi, je suis témoin d'un affrontement entre des universalismes, notamment dans le monde musulman, l'affrontement entre l'universalisme de la religion musulmane qui a pu être récupéré par l'islamisme, avec ceux qui soutiennent l'universalisme des droits de l'homme. Et la lutte entre les universalismes est d'une extrême violence, très grande violence. Elle est beaucoup plus peut-être violente que les luttes à l'intérieur d'un même universel. Ce que je voudrais souligner, c'est que l'universalisme religieux est en crise depuis l'entrée dans la modernité. Mais il n'est pas mort. Il revient sans cesse. Il est toujours là, estropié, diminué, parce qu'il n'est pas en mesure de tenir la promesse de l'universalisme des droits de l'homme. Néanmoins, si aujourd'hui nous nous posons la question de l'universalisme, c'est parce qu'il y a aussi une crise
à l'intérieur de l'universalisme des droits de l'homme. Et cette crise, Elisabeth a évoqué une de ces raisons, mais il y en a beaucoup. Et peut-être que nous sommes à un moment, c'est pour ça que l'expression tempête dans le... Je crois que c'est la tienne, Elisabeth, cette expression. Tempête dans l'universalisme. Oui. Oui, je pense qu'elle désigne, plus qu'un moment passager, plus qu'un phénomène passager, une crise à l'intérieur de l'universalisme des droits de l'homme pour toutes sortes de raisons. Pas seulement parce que, bien sûr, ça a été utilisé dans la domination, etc. Mais il y a quelque chose qui est... cette crise, elle est intérieure pour d'autres raisons et qui fait que probablement l'humanisme, l'universalisme des droits de l'homme est appelé aussi à évoluer. Et il évolue de fait. Bah, des évolutions sont évidemment... Une de ces évolutions, c'est... on ne peut plus entendre de la même manière les hommes naissent libres et égaux et ont droit et le demeurent. Là, ce qui est arrivé avec le mouvement féministe a changé la signification même de cette phrase. Mais il y a d'autres évolutions qui mettent cet universalisme en crise. C'est une crise qui est depuis à peu près 30, 40 ans, mais qui conduit aujourd'hui à ce que tu as appelé la tempête dans l'universalisme. Je voudrais tout de même insister une minute. Moi, je ne suis pas de ceux qui se rendent si facilement. Il me semble tout de même qu'il y a des universaux sur lesquels il ne faut pas céder, sur lesquels il faut se cramponner. Je prends des exemples, l'un est anecdotique et vous fera sourire, j'espère. L'autre est évidemment plus sérieux. Quand j'avais 17 ans, on n'est pas sérieux, etc., j'étais chez les Mao, et on nous expliquait qu'en Chine populaire, les relations sexuelles commençaient à partir de l'âge, en gros, de 30 ans, je crois. Enfin, je cite de mémoire, de l'âge de 30 ans. Et là, nous formalisions, parce que tout de même, nous étions aussi des enfants de mai 68, enfin, qui venaient d'avoir lieu, et on se disait quand même, les pauvres Chinois, et on nous expliquait doctement, je vous assure, des gens... sérieux, bardé de diplômes, et notamment de philosophie, je ne citerai aucun nom, que l'inconscient des Chinois n'était pas structuré comme le nôtre, qu'ils n'avaient pas les mêmes besoins, que nous étions autorisés, il fallait bien, à jeter notre gourme à l'âge que nous avions, 17, 18, 19 ans, mais que ce n'était pas pareil pour les Chinois, ils n'étaient pas faits comme nous, quoi. Voilà. C'était pas universalisable, quoi. Plus sérieusement, parce que c'est quand même plus grave, nous avons, vous le savez bien, aujourd'hui, dans le mouvement des indigènes de la République et autres défenseurs des racisés, etc., des gens qui nous expliquent que non, pourquoi s'opposer au port du voile, pourquoi s'opposer à l'excision, ce sont des faits culturels tout à fait respectables, et c'est pas parce qu'ils n'appartiennent pas à notre culture que nous devons les attaquer chez les autres ou les interdire. Il faut du relativisme culturel. Et bon, ce sont deux exemples, on pourrait évidemment en trouver beaucoup d'autres, sur lesquels moi je ne suis pas décidé. Qui vous a parlé de ces gens-là? C'est des extrémistes. Vous avez été vous-même extrémiste. Mais quand les extrémistes deviennent assez nombreux et de plus en plus visibles sur la place publique... Moi, je vous ai parlé d'un conservateur éclairé qui s'appelle Lévi-Strauss, oui, et qui parle des différences culturelles. Oui. Bon, ce que vous évoquez là, c'est de l'extrémisme. Il est évident il est évident que le voile représente une oppression des femmes, que l'excision, c'est pas une culture, c'est une maltraitance. Alors, on prend des maltraitances ou des oppressions pour des phénomènes culturels. C'est ça qu'il faut critiquer. Bon, quant au maoïsme, écoutez, comment vous avez pu gober des choses pareilles? Bon, donc moi, j'ai jamais été... C'est pour ça que je suis toujours très étonnée. On a gobé pire que ça, à 17 ans, chez les Mao. Pas moi. Pas moi. Donc, il y a quand même... Bon, j'ai fait mai 68 comme vous, mais j'ai pas pu supporter. Alors maintenant, la défense du modèle français, d'universel, si je peux me permettre, je crois qu'il faut le défendre, parce qu'on ne change pas de modèle comme ça. Voilà. Et il faut le défendre, mais il faut savoir aussi qu'il est quasiment unique dans le monde. Autrement dit, on est un vrai État laïque. Mais les États-Unis, c'est un État laïque, sauf qu'on jure sur la Bible. Voilà.
et que l'Angleterre, c'est un État laïque, sauf qu'il y a une monarchie. Autrement dit, c'est en France qu'on a coupé la tête du roi pour jamais la remettre en place. C'est très particulier, la France. C'est la France qui a eu ce modèle de laïcité, et je pense qu'il faut le défendre parce qu'il bouge tout seul. Voilà. Je peux donner un exemple. Moi, mon père était totalement assimilationniste. Voilà. Juif roumain, assimilationniste. Alors, il fallait changer son nez, fallait orthographier différemment son nom, fallait surtout pas garder la trace de l'origine. Voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt l'intégration. On veut adopter ce modèle de laïcité, mais garder des traces de l'origine. Je ne dis pas que je suis pour ou contre, mais c'est comme ça. Ça va arriver comme ça. Donc il faut, en effet, laisser des choses se modifier et s'accrocher à d'autres. Je vais peut-être vous étonner, mais moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on transforme les droits de l'homme en droits humains. C'est beaucoup plus faible, même si les femmes en ont été exclus. Pourquoi ? Parce que homme, tel que c'est pensé, c'est quand même un invariant. Ça veut dire l'humanité. Alors, peut-être qu'on va le transformer. Par ailleurs, j'étais plutôt pour la suppression du mot race dans la Constitution. Ce n'était pas la peine de le garder. Mais ça ne veut pas dire qu'on va enlever le mot race dans tous les textes. Vous comprenez ? Donc, il faut s'y accrocher, mais pour des bonnes raisons. Pas pour des défenses contre l'extrémisme. Voilà. Donc ça remonte loin, hein, ces histoires-là. Oui, un des faits pervers des médias, c'est de centrer l'attention sur ceux qui sont les plus extrémistes, les plus violents. Et vous avez, je reviens à, il y a 1,5 milliard de musulmans. Il y a quelques centaines ou quelques milliers d'entre eux qui prétendent parler. Dans l'affaire Roujdi, par exemple, il y a eu quelques milliers de personnes qui ont manifesté, ont brûlé, ont condamné Roujdi. Et quand vous interrogez les musulmans, pour la plupart ne connaissent même pas le nom de Roujdi. Et on monte comme ça, parce que ça fait l'événement, voilà, on monte ces extrêmes. En fin de compte, on leur donne beaucoup plus la parole. On ne montre pas qu'à l'intérieur de ces pays, il y a des gens qui se battent pour les droits de l'homme, pour la démocratie, et que certains d'entre eux laissent leur peau. Les islamistes sont des tueurs, beaucoup d'entre eux. Ils sont prêts à aller aux violences les plus extrêmes. Et on nous dit, bon, bah voilà, oui, mais il y a un salafisme qui est tranquille, etc. Oui, il y a. Mais de l'autre côté, en effet, il y a des gens qui sont extrêmement dangereux, et on l'a vu ici en France. Mais ces gens-là ne représentent pas cette masse des gens qui pensent à autre chose, à survivre, etc. Et donc, cet effet des médias qui encourageait... tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux, on les dénonce, tout ça, mais bon, c'est un fait, il est là. La seule chose, c'est que nous avons dans les réseaux sociaux le bavardage des concierges est devenu, et dans les bars est devenu généralisable. Donc, on a ces effets-là. Mais on a un problème, c'est qu'on s'aveugle, et la médiatisation de ces événements extrêmes nous aveugle sur la réalité plus grande du monde. Le discours, c'est absolument incroyable, la façon dont on parle des Russes, ou on parle des Chinois, ou tout ça, d'une manière comme ça, générale. Sans s'interroger sur toutes ces généralités sont terriblement... à partir d'exhiber des événements très, très extrêmes, très extrémistes, sont évidemment, nous aveuglent, nous rendent et introduisent une déraison dans l'espace public qui est terrible, qui est terrifiante, et qui nous empêche de voir, de discerner, de voir... je ne suis pas partisan comme tout à l'heure, il y a eu de la nuance, parce qu'il y a des fois, il n'y a pas à faire des nuances, mais du discernement. Discerner, différencier, voir ce qu'il en est dans ces réalités qui sont énormes, massives. Et donc, je pense que nous avons un grand problème avec le médiatique d'une manière générale. Le problème est dans les pays démocratiques.
Et je veux revenir à cette particularité qui est celle des droits de l'homme de lier la liberté et l'égalité en même temps. Ce que Étienne Balibar appelait d'un mot égale liberté est une des choses les plus difficiles qui soient et des plus complexes. De maintenir ce lien entre la liberté et l'égalité, parce qu'on voit bien qu'on se sert de la liberté, par exemple, dans l'ultralibéralisme pour casser et abolir la question de l'égalité, mais on peut aller aussi dans des systèmes égalitaires qui abolissent la liberté. Or, tenir ce lien, c'est ça qui est exceptionnel. On ne trouvera pas un universalisme dans l'histoire et aussi qui est tenu de cette manière-là, l'égalité et les libertés, et c'est la chose la plus précieuse. Mais alors, elle réclame une déconstruction extrêmement compliquée. Elle réclame une attention très grande. Elle réclame aussi une lutte politique, parce que pour qu'elle soit maintenue, ce lien entre l'égalité et la liberté, il faut une lutte politique qui sont menées par des organisations, des partis comme la LICRA aussi. Je pense que cette question pour la LICRA est très importante. Et voilà, bon, c'est comme ça que je peux répondre à votre... Je voudrais revenir sur quelques exemples concrets. Et je vais en prendre un qui me tient à cœur, et parce que je le connais bien de l'intérieur, si je puis dire. Ce qui me fait penser, c'est lorsqu'Elisabeth Odinesco parle des droits de l'homme ou des droits humains. Il se trouve que j'étais en charge de la délégation générale à la langue française et aux langues de France au moment où a été publié le décret, sous l'impulsion de Lionel Jospin à l'époque, le décret de féminisation des titres et des noms de métiers. Et là-dessus, moi j'ai toujours eu une position, je crois, relativement nuancée, mais je vous la soumets et on en discute au regard de l'universel et de ce qu'il faut en conserver. Je suis farouchement hostile à tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à l'écriture inclusive, qui rend les phrases, qui fait des phrases, des hiéroglyphes illisibles, qui rend encore plus compliquée la pédagogie de la langue dans les petites classes, etc., et qui ne sert pas à grand-chose. Je suis mesuré, dubitatif parfois, sur, vous savez, cet automatisme de langue qui consiste à dire française, français, celles et ceux, etc. Et je dis que lorsque une ambiguïté est possible, lorsqu'il n'est pas certain qu'on s'adressait aussi bien aux hommes qu'aux femmes, alors tant pis pour la lourdeur grammaticale, il faut le préciser. Mais qu'enfin, quand on dit les étudiants sont tenus d'être ponctuels, on s'adresse à tout le monde. On n'est pas en train de dire que les étudiantes sont exemptées, etc. C'est absurde. Ce que Coluche, comme vous le savez, poussait à l'extrême en disant belge, belge, comme française, français, lui, belge, belge. Bon. En revanche, j'ai toujours loyalement, j'avais pas le choix, c'était un décret, j'étais là pour l'appliquer, mais j'ai toujours loyalement appliqué le décret de féminisation des titres et des noms de métiers pour une raison simple, c'est que je me disais, mais c'est quand même curieux que la femme du boulanger ou la personne qui exerce ce métier, mais qui est de sexe féminin, est une boulangère, une épicière, une institutrice, etc., etc., etc. Mais c'est lorsqu'on s'élève dans la hiérarchie sociale que là, tout à coup, les féminins disparaissent et ne sont plus admis. La préfète ne peut être que la femme du préfet, l'ambassadrice que la femme de l'ambassadeur, etc. Et donc, je disais non, il faut absolument accepter. Et tant pis, parfois, le féminin est difficile à former. Eh bien, tentons, expérimentons. C'est génial, ces époques où la langue s'ouvre et on peut expérimenter, on peut tenter des choses et puis voir. Cette position qui, moi, m'a toujours semblé rationnelle, pardon d'avoir été un peu long pour l'exposer dans ses nuances, elle est contestée, elle est critiquée. Il y a des gens qui me traitent de traître à la parité, etc., parce que j'aborde l'écriture inclusive, mais d'autres qui me disent, là encore, je ne citerai pas de nom, mais des gens qui sont assez proches sur le plan universitaire, qui me disent, mais non, moi, quand j'enseigne, je suis maître de conférence, pas maîtresse, pas professeur. Quand je suis mère de famille ou épouse, oui, je suis une femme. Mais quand je suis titulaire de ma chaire ou quand je pilote un avion ou je ne sais quoi, je suis un homme générique et je n'accepte pas le féminin. Qu'en pensez-vous, pratiquement? Que faites-vous? Ah, pardon, Voilà. Moi, l'écriture inclusive, il faut l'interdire, c'est clair. Alors, le reste, de toute façon,
vous avez dû lire le livre de mon ami Bernard Cerchilini. Bien sûr. Madame C'était mon le maître. ministre est enceinte. Bon. Si vous voulez, du point de vue linguistique, évidemment, de toute façon, la langue évolue à notre insu. Hein, si vous regardez la langue du Moyen-Âge, où il y avait au contraire des féminisations excessives, et puis c'est la langue française qui est comme ça, donc de toute façon, ça se tranchera par l'usage. Alors, évidemment, moi, je déteste le mot autrice. J'aurais préféré qu'on mette auteur, quitte à féminiser avec un E, ou professeur E. À la canadienne. Sur la question, alors, au cas par cas, évidemment, maîtresse de conférence, parce que maîtresse veut dire autre chose. Alors, il faut abandonner à ce moment-là maîtresse, remplacée par amante, féminiser le mot amant. Donc, de toute façon, je crois que la langue, c'est après coup. On voit bien que l'opposition radicale de l'Académie française ne tiendra pas et que l'excès de l'autre côté tiendra pas. Donc, on est obligé. Alors, maintenant, moi, les droits de l'homme, j'y tiens. Je ne sais pas si ça va tenir, mais je trouve que là, dans le cas des droits de l'homme, les droits humains, c'est pas le même sens. Oui. C'est pas tout à fait le même sens. Oui, Donc alors, là, ça va se trancher au coup par coup et dans l'après-coup. Donc c'est l'usage. C'est l'usage qui est Non, tranchant, oui. absolument. Mais alors, je ne vais pas faire tout le débat là-dessus, même si c'est une question qui me passionne. Mais parler de l'Académie, je me souviens que à l'époque dont je vous parle, j'allais les voir tous les mois à peu près pour leur apporter les nouveaux termes qui avaient été forgés par la Commission générale de terminologie pour remplacer des anglicismes, et il fallait qu'ils soient bénis par l'Académie française. Et donc j'apportais ça à Madame Hélène Carrère-Dancos pour qu'elle me dise ce qu'elle en pensait. Elle exigeait que je l'appelle Madame le secrétaire perpétuel. Elle l'exige encore. Alors, je plaisantais avec elle. Je lui disais, mais vous vous rendez compte de ce que vous exigez du fonctionnaire qui est en charge de la mise en place, de la mise en œuvre du décret de féminisation. Bon, on en riait. Et elle me disait, non, mais moi, je ne peux pas parce qu'une secrétaire, c'est une femme qui tape à la machine. Je disais, enfin, justement, vous êtes en situation de pouvoir faire évoluer cela, de pouvoir donner un sens plus pur au mot de la tribu, comme disait Mallarmé. Enfin, vraiment, c'est vous qui pourrez faire évoluer ça et montrer qu'une secrétaire, ça peut être la secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Mazette, quand même. Rien à faire. Autre exemple, et j'arrête là, parce qu'il est drôle quand même, il est même absurde. C'était une romancière, on va dire comme ça, que je présentais au public, et je lui dis, et l'écrivaine, elle me dit, ah non, je n'aime pas écrivaine, parce que dans écrivaine, j'entends veine. Je dis, ah bon? Et dans écrivain, vous n'entendez pas vin? Vous ne vous rendez pas compte que c'est l'usage, enfin, que c'est un problème uniquement d'habitude et d'usage. Donc, hôtesse de l'air et hôte de l'air, ça va pas. Donc un homme peut être hôtesse de l'air. Monsieur Ben Slama, vous voulez Voilà. intervenir? Franchement, moi je trouve que, bon, d'abord, la langue c'est l'usage, on verra à l'usage, il faut laisser, dans un pays où, je veux dire, la liberté est la règle, il faut laisser les gens écrire comme ils veulent, et je trouve que cette querelle-là, elle est secondaire par rapport à des questions de fond concernant l'universalisme et l'universalité. Elle est secondaire au sens où on peut écrire écrivaine ou machin, si vraiment les droits de la femme et l'égalité, son égalité, etc., ne sont pas un fait, et un fait, je veux dire, dans la réalité, bon, c'est ça qui est quand même ce qui est le plus important. Après, comment on le fait, etc., ça fait partie du jeu d'affichage, d'apparence, etc. Bon, pourquoi pas, mais on ne pourra pas réglementer ça, et je crois que c'est quelque chose qui reste à l'appréciation de chacun de le faire, et on verra au bout comment ça va se passer. C'est ça l'usage. Oui. Je crois qu'à un moment donné, il y a des expressions qui reviendront ridicules, qu'on ressentira nous-mêmes. Madame le secrétaire perpétuel, ça va pas. Madame le ministre, ça va passer. Mais il y a d'autres choses où ça va. C'est toujours pareil. Ça va se trancher au milieu, quoi. Moi, je me pose la question. Revenons alors au principe, au pluriel, et à la question de l'universalisme. Moi, je me demande quand même si on peut impunément, comme cela se fait en ce moment, les coups de boutoir, on parlait de tempête sur l'universalisme, les coups de boutoir viennent de partout. Est-ce qu'on peut impunément critiquer l'universalisme sans pour autant détruire son projet? Je vous cite, hein, c'était le compte-rendu que vous faisiez d'un colloque
organisé par la plateforme internationale sur le racisme et l'antisémitisme. Et vous aviez proposé un résumé très clair et assez dense de ce colloque. Et vous vous posiez cette question: peut-on critiquer l'universalisme sans pour autant détruire son projet? Parce qu'en ce moment, on entend des choses, et si excessives, souvent. Alors, oui, c'est peut-être une illusion d'optique du fait que nous fréquentons des sphères, comme on dit, intellectuelles, littéraires, etc., journalistiques, où ces phénomènes sont quand même très répandus, ils ne sont pas minoritaires. Ça, c'est À pas gauche, notamment. Mais moi, je vous dirais que l'universalisme doit être critique en même temps. Justement parce que l'universalisme fait partie de ces notions, de ces concepts qui sont extrêmement problématiques, qui sont difficiles à manier et qui peuvent se prêter à beaucoup de choses. Ils peuvent se prêter à, évidemment, l'accord, accorder des droits, etc., mais ils peuvent se prêter à d'autres usages. Donc l'universalisme doit être par définition critique. Et je pense qu'il ne doit pas craindre donc la critique. Par contre, il y a des phénomènes qui sont des phénomènes... D'abord, l'universalisme est une évolution. Il y a une histoire de l'universalisme. Le mot même d'universalisme nous vient de la théologie chrétienne, comme vous le savez. Le Christ est censé sauver toute l'humanité. C'est ça ce qu'on appelle universalisme. C'est même d'une certaine manière l'étymologie du mot catholique. Et il a été enlevé, il est venu dans la sécularisation, le monde, la conceptualisation séculière. Donc il y a une évolution. Et notre universalisme des droits de l'homme est en évolution et il va évoluer. Néanmoins, il y a des inventions qui sont extrêmement dangereuses. Et je crois que la plus dangereuse d'entre elles, ce n'est pas la race, mais c'est l'identité. La race a été réfutée, mais allez réfuter l'identité. L'identité, c'est une invention policière. Il faut faire son histoire. Aujourd'hui, on touche à l'identité avec prudence, comme une vache sacrée. Oui, il faut reconnaître des identités, etc. Mais l'identité est une notion qui s'installe à partir du 19e siècle. Donc, l'humanité a vécu, c'est une invention occidentale. À partir du 19e siècle, cette notion d'identité était dans le champ de la logique pour dire qu'une chose est la même. Et uniquement dans le champ de la logique. Et à partir du 19e siècle, elle va descendre dans le champ du droit et va servir tout simplement au contrôle rationnel. Mais le contrôle, nationalisme, le contrôle, il parle de l'État national, plaque d'identité, carte d'identité, passeport. Et puis, la police française va faire de cette notion d'identité, avec le bertillonnage, le fameux Bertillon, une invention qui a été, après, s'est diffusée dans toute l'humanité. La notion d'identité est une notion des plus scélérates. Elle est extrêmement dangereuse. Et elle va rester vraiment la menace la plus grande pour l'universalisme. Il y a un anthropologue, Arjun Appadura, et sans doute certains d'entre vous le connaissent, qui a pris une carte, il y a quelques années, une carte des conflits les plus violents dans le monde, et une carte où les conflits sont identitaires. Ils sont superposables à 90%. Donc la notion d'identité, qu'aujourd'hui, qui est devenue vraiment quelque chose comme... Enfin, une évidence pour tout le monde, on n'y touche pas. Je voudrais vous lire, j'ai amené je voudrais une phrase, tu as cité Lévi-Strauss, ce qu'il dit sur l'identité. Lévi-Strauss, dans un séminaire sur l'identité, il dit ceci: « La foi que nous mettons encore en elle, c'est-à-dire dans l'identité, pourrait n'être que le reflet d'un état de civilisation dont la durée aura été limitée à quelques siècles. » Fin. Oui, mais lui, il l'avait déjà pensé. Formidable. En attendant, l'identité est en train de dévaster partout dans le monde. Les violences qui se font ne se font pas seulement sur des territoires ou sur des objets, au nom de l'identité. Et aujourd'hui, on ne veut pas y toucher. Oui, mais bien sûr, on a une identité. Mais comment l'humanité a vécu sans ce mot d'identité? On n'imagine même pas. Or, ce concept d'identité
c'est pas seulement qui donne lieu à des dérives, il est une dérive en ce que j'ai lui-même. dit, hein. Tu l'as dit. Oui, C'est Et quand ça, il y a- c'est une des grandes menaces Oui. sur l'universalisme. Oui. non, mais vous avez raison. C'est bon. C'est quand il n'y a plus de Dieu. Ce qu'Amin Mahalouf appelait les identités meurtrières, c'est exactement ça. En même temps, moi, je vais me faire, pas l'avocat du diable en l'occurrence, simplement, je voudrais préciser les choses. Je voudrais défendre non pas le concept d'identité tel que vous l'avez défini, il est haïssable, mais le terme d'identité. Vous connaissez sans doute la réflexion, l'analyse de Paul Ricoeur sur le mot identité, où il dit non, mais attendez, pour aller vite, hein, il y a deux identités. Il y a de l'identité qu'il appelle la mêmeté. Celle-là est meurtrière. Je ne veux que ce qui est comme moi. Je veux du même. Tout ce qui n'est pas le même, dehors, il faut leur bouter de l'épée au travers du corps. C'est mauvais. Je refuse, je rejette tout ce qui n'est pas comme moi. La mêmeté. Mais il dit qu'il y a l'identité qu'il appelle ipséité. Il distingue ipsé de idem, qui tous les deux veulent dire même en latin, mais pas dans le même sens. L'ipséité, c'est d'être fidèle à soi-même. En gros, je ne sais pas si l'exemple est de Ricoeur. Ça. Ah ben, Ça, si on va au vocabulaire Il y a l'exemple de Fernand Braudel qui distingue l'identité de la France, c'est-à-dire il y a une identité de la France dont les composants sont multiples. Il appelle l'identité de la France les protestants contre les catholiques. L'identité de la France est multiple. Voilà. Et il dit il n'y a pas d'identité française. Voilà. Et c'est parfaitement vrai. Donc, il faut le conserver, en effet, c'est un peu la même position, à condition de la penser comme multiple. Nous ne sommes jamais figés. Moi, je l'ai démontré parce que est devenu identitaire des choses qui ne le sont pas. Par exemple, j'ai cité ce livre américain qui a été un best-seller. On appelle l'identité une anomalie pathologique. Enfin, une anomalie, par exemple, l'identité des sourds, des aveugles, des trisomiques, des autistes. Mais je la plaisante culture pas. sourde, bien sûr. Oui, bien voilà. sûr. Oui. Donc, c'est la dérive qu'il faut critiquer. C'est pas le mot, s'il inclut le multiple, ça va. Oui. C'est un tour de passe-passe chez Ricoeur. Chez Ricoeur. Ipse et idem, c'est vraiment... Benveniste le démontre dans le vocabulaire des identités européennes, ça se réfère à la même racine et ça signifie le maître. Donc l'identité, c'est le discours du maître et celui qui veut être le maître. Donc je pense que la psychanalyse a tenté quelque chose avec ça, qu'on pourrait rappeler, c'est que la psychanalyse ne parle pas d'identité, elle parle d'identification. Et par là, elle vise... cette idée que l'identification est un processus. Et ce processus est universel. Mais l'objet de l'identité, lui, n'est pas universel. Et c'est une... Alors, moi, je suis prêt à renoncer même au terme d'identification, parce que qu'est-ce que c'est l'identification? C'est de l'imitation de traits. Je trouve que pourquoi garder cette idée du même, alors que nous savons très bien, fondamentalement, que du même, il n'y en a pas. Il y a une forme de permanence, de continuité des êtres, des choses, tout ça. Mais pourquoi conserver ce même quand on sait que chaque être humain ne doit son existence que d'être traversé par l'altérité et la notion, d'ailleurs, d'identification, c'est-à-dire de prendre un trait chez l'autre, c'est d'être altéré. Donc, en fait, le vrai concept qui devrait désigner à la place d'identité, c'est altérité, tout simplement. Et d'ailleurs, vous savez que certaines langues ont traduit identité par altérité. Dans la langue arabe, c'est une vieille histoire. Quand on a rencontré, les philosophes arabes ont rencontré le mot autos chez les Grecs, ils ne savaient pas comment le traduire, ils l'ont traduit par un mot, c'est en arabe et en hébreu aussi, c'est la même chose d'après ce qu'on m'a dit. Eh bien, ils ont traduit par altérité. Et donc, aujourd'hui, les gens disent, quand ils disent mon identité, en fait, ils disent mon altérité. Mais ils ne le savent plus, évidemment, parce que c'est le mot identité qui a pris le dessus. Mais pourquoi diable a-t-on besoin de dire le même lorsque nous savons que nous ne sommes pas mêmes, que nous sommes autres? Et pourquoi faut-il garder cela? Sinon que il y a quelque chose qui est arrivé, et c'est une des choses qu'il faut essayer de réfléchir dans l'histoire même de l'Occident,
que l'Occident rationaliste qui invente les droits de l'homme, etc., qu'au XIXe siècle, la volonté de contrôler, d'identifier les gens a pris le dessus et s'est répandue aujourd'hui dans toute la planète. Elle a commencé par aujourd'hui par l'ADN, par la reconnaissance faciale. Et vous voyez ce qu'on fait avec tout ça. Et tout ça, ça procède de cette idée de l'identité. Et donc le mot même identité, qui id, ça veut dire le même, est néfaste. Il est beaucoup plus dangereux que le mot race. Alors, je tente peut-être un dernier argument et puis je me rends et je passe à la question suivante. Je prends l'un des domaines qui me sont le moins inconnus, les questions de création artistique. Imaginez quelqu'un qui est en admiration devant une cathédrale médiévale et il veut la même chose. Enfin, il veut s'identifier au bâtisseur de ces cathédrales. Il a deux solutions. L'une, voilà la mêmeté, il refait une cathédrale, pareil. Avec les clés de voûte, pareil, simplement les matériaux seront nouveaux, mais c'est la même chose. C'est idiot. Ou bien, s'il cultive l'ipséité au sens de Ricoeur, il va se dire, mais les gens qui ont fait ça, mais c'était des fous furieux. Comment inventer la clé de voûte? Mais c'est une performance architecturale inouïe. Il fallait être fou pour tenter une chose pareille. Et tout le reste, tout ce qui... les arcs-boutants minuscules, enfin, bref. Et donc, si je veux être fidèle à ces bâtisseurs de cathédrales, il faut évidemment que je fasse tout autre chose et que moi aussi, je recherche l'innovation, la folie. Voilà. Il y a quand même une différence entre ces deux attitudes de mêmeté et d'ipséité. Non, vous n'êtes pas d'accord. Si, moi oui. Ça y est, j'ai fini. Je pense qu'il faut critiquer les dérives. Voilà. Mais c'est évidemment très difficile de penser le... Aujourd'hui, on est dans des dérives totales. D'ailleurs, je pense que c'est l'extrême droite qui est le plus dangereux, parce qu'elle lie l'identité au nationalisme. Ce n'est pas le cas des dérives d'extrême gauche qui finiront mal de toute façon. Je pense que ça favorise, en fait, sans le savoir, il favorise que ce soit la race ou racisée ou identité, il favorise la venue. Évidemment. Ils reprennent la même thématique. Évidemment. À leur insu, hein, je sais pas, voilà. Mais c'est plutôt de ce côté-là. Alors, je pense qu'il faut défendre à la fois quelque chose qui se transforme, c'est ce qui est le plus difficile, il faut rester sur la crête, on n'abandonnera pas le mot identité. Je dirais même qu'en ce qui concerne... C'est intéressant l'histoire de Bertillon. Il invente les traits qui vont servir aujourd'hui dans le monde entier à l'identification des criminels. Voilà. Maintenant, on a l'identification même des traces génétiques. Hein, bon. Tout ça, ça s'appelle la science, ça s'appelle la technique, on n'y échappera pas. Bon. Mais d'un autre côté, Bertillon s'est trompé sur Dreyfus. Il a identifié un faux comme un vrai. Ah oui. Donc, c'est intéressant ce personnage de Bertillon. Et il a permis de condamner Dreyfus quand même, en se trompant sur l'écriture. Donc, cet exemple est intéressant parce qu'on peut à la fois avoir inventé un truc génial et complètement se tromper d'un autre côté. Donc, il faut faire attention aux excès, là aussi. On n'imagine pas d'être sans carte d'identité. On identifie maintenant quelqu'un, et notamment les criminels, en 3 jours. Hein. Oui. Bon, les empreintes... alors, ça sert à la fois à démasquer les pères qui veulent se cacher, donc c'est pas possible. Mais d'un autre côté, ça permet quand même les empreintes génétiques, c'est important. Donc c'est toujours comme ça qu'on évolue, on garde quelque chose et on supprime autre chose. Voilà. Alors je voudrais dans un instant passer la parole à la salle pour les quelques minutes qui nous restent, mais juste peut-être une dernière question, là encore qui me tient à cœur d'un point de vue, je veux dire, artistique et culturel. Je ne vous apprends pas que la France est diverse et qu'elle est même colorée. Dans le domaine artistique et culturel, il serait donc normal que cette diversité se retrouve sur les plateaux de théâtre, dans les postes de responsabilité. C'est pas toujours le cas, comme vous le savez. On se bat pour ça, enfin certains nous battons pour ça. Mais pour autant,
Est-ce que nous en sommes réduits pour cela à compter les Noirs et les Arabes sur la scène? Parce qu'on en est là. C'est-à-dire que quand un metteur en scène vient présenter un projet, on lui demande combien il y a de Noirs, ou combien d'Arabes, ou combien de handicapés, ou combien de transgenres, ou que sais-je, sur la scène. Est-ce que ça a un sens d'imposer des quotas de femmes parmi les auteurs, parmi les metteurs en scène, parmi les interprètes? Vous écrivez une chose très belle dans plusieurs autres, mais celle-là en particulier dans Soi-même comme un roi. C'est à propos de la mulâtresse solitude d'André Schwarzbart, où je crois que c'est sa femme qui dit « Des Antillais ont osé prétendre qu'un homme blanc ne pouvait écrire sur les Noirs ». Alors vous voyez, c'est relativement ancien, mais ça renvoie à toutes sortes de querelles tout à fait contemporaines, tout à fait brûlantes. Alors, comment on fait? Parce que la revendication, elle, je termine par où j'ai commencé, la revendication, elle, me paraît tout à fait légitime. C'est tout le problème. Voilà. Moi, j'étais contre la parité. Je reconnais qu'elle a fait faire des progrès. J'étais contre sur cette idée, évidemment, des quotas. C'est-à-dire, je ne veux pas, moi, être invitée en tant que femme, mais en tant que ce que je raconte. Alors maintenant, on peut pas. Il faut trouver des moyens. Il faut trouver des moyens aussi de féminiser les professions. J'aurais plutôt tendance à dire que ça va se faire et qu'il ne faut pas non plus forcer. Mais si on force pas, il y a certains pays. Alors là, il y a des différences entre les pays. En Suède, ça s'est fait beaucoup plus facilement qu'en France. Un nombre de femmes. Là aussi, il faut trouver des solutions. En tout cas, certainement pas des quotas dans les jurys de thèse, les conférenciers, etc. Parce que là, moi, je ne veux même pas y penser. D'ailleurs, il y a maintenant des professions. Écoutez, la psychanalyse, c'est 80% de femmes. La psychologie, 80% de femmes. Donc, si vous voulez, c'est ça le vrai problème. Mais maintenant, voilà, il faut trouver des solutions. C'est comme dans tout. Monsieur Benslama? Oui, il y a une directive européenne qui vient de paraître, qui impose 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que dans une société où la question de l'égalité est une question importante, dans les lieux où s'exerce le pouvoir, seulement les lieux où s'exerce le pouvoir, eh bien, on doit obliger à une certaine représentativité. Sinon, la notion d'égalité n'a pas de sens. Les lieux où s'exerce le pouvoir, c'est-à-dire les trois pouvoirs, il doit y avoir une certaine représentativité volontaire, qu'on crée volontairement. Pour le reste, il y a une évolution des mentalités dans une société. Contrairement à ce qu'on dit souvent comme ça, la société française intègre beaucoup mieux qu'ailleurs, sauf que on n'a pas... les statistiques ethniques, etc., sont interdites en France. C'est dommage, parce qu'on verrait que la société française intègre beaucoup, et au niveau des niveaux les plus élevés. Par contre, c'est les quotas, etc., dans le domaine de la culture, dans le domaine, comme vient de le dire Elisabeth, dans le domaine de la recherche, serait une aberration. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre un livre parce qu'elle est une femme ou parce qu'il est noir. Ouais, c'est une aberration totale. Et ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Les lieux de pouvoir. Alors, il y a dans l'université, par exemple, des lieux de pouvoir. Aujourd'hui, quand on recrute à l'université, les comités qui recrutent sont à parité. 50% d'hommes, 50% de femmes. C'est un lieu de pouvoir, le recrutement. Donc, en effet, il faut distinguer. Il faut distinguer les lieux. Là où le pouvoir s'exerce, il faut qu'il y ait une certaine représentativité. Et si on ne le fait pas, ceux qui dominent à l'intérieur de ces lieux vont conserver leurs privilèges. On ne voit pas comment, tout à coup, ils vont être pris, ou alors ils vont faire des petites installations par-ci, par-là. Donc voilà, je crois qu'il faut distinguer les lieux où ça peut... il doit y avoir un acte volontaire, et dans les autres lieux, c'est la question de l'évolution de la société, des mentalités, de la conscience aussi, que dans une société pluriculturelle, c'est l'intérêt même de la société que cette représentation existe, parce qu'elle permet quand même d'éviter de ne pas qu'elle apparaisse encore monolithique et donc excluante. L'universel, c'est l'inclusion.
évidemment, cette inclusion ne peut pas être totale, on sait très bien. Mais c'est la lutte pour l'inclusion. Sinon, il n'y a pas d'universel. D'accord. Donc, y a-t-il dans la salle des questions ou des observations? Oui, Alain. Tu parles assez fort? Oui. Parce que là, on a suffisamment de micros, donc si quelqu'un veut le faire circuler, d'ailleurs. Non. Bon, essaye. Très vite. Évidemment, votre débat est passionnant. Non, on n'entend pas depuis la salle, depuis l'estrade. Oui, merci. Merci. Oui, on m'entend? Oui. Oui. Votre débat présente tellement d'aspects, on voudrait pouvoir tirer chaque fil et puis s'arrêter. Je voudrais lui superposer un texte que vous connaissez bien l'un et l'autre, Féti et Elisabeth, puisque nous avons eu ensemble, je pense, le privilège de le revisiter chez Derrida, devant la loi de Kafka. Et vous vous rappelez, pour tout le monde, ce texte se termine par un homme de la campagne cherche à entrer dans la loi et il n'y arrive pas. Et le texte se termine de la manière suivante. L'homme de la campagne demande au gardien comment se fait-il si la loi est pour tous, c'est-à-dire universelle, je sois le seul à m'être présenté. Donc, superposition, et c'est pour ça que je pense que ça vient en contrepoint de ce que vous avez pu débattre l'un et l'autre, superposition de la... Alors, faut-il dire de l'identité? Je dirais de la singularité, mais peut-être qu'on peut poser aussi à ce moment-là la question de l'ipséité ou de l'identité, mais je laisse le débat. Superposition de la singularité et de l'universel. L'universel commande ou induit la singularité se rapporte à l'universel, l'un et l'autre ne sont pas contradictoires, ou plutôt ils sont dans une contradiction permanente dans leur rapport à la loi qui est comme l'impossible. Voilà, alors après je vous laisse débattre et faire quelque chose de ça, mais vous voyez, j'ai l'impression, moi j'ai le sentiment, vous ayant écouté, que ce texte-là ajoute quelque chose, un contrepoint radical, de radicalité par rapport au débat que vous venez de tenir. Il y a un texte magnifique de Jean-Paul Sartre qui mérite d'être visité, Universel singulier, et qui est absolument remarquable. Moi, je l'ai lu récemment. En effet, la notion de singularité est bien mieux et rend bien mieux compte de ce que celle d'identité. Il y a des singularités de groupe, il y a des singularités d'individus, il y a des singularités d'idées, la notion de singularité est bien plus ancienne et bien plus intéressante. Et pourquoi, diable, ce terme a-t-il disparu pour laisser la place à l'identité? Il faut s'interroger. Il y a des raisons pour lesquelles les choses se font comme ça. Et si vous permettez, justement, oui. Je suis là, à votre gauche. C'est pas grave. Oui, je voulais justement reparler de ça, de la question de l'identité. Qui est-ce qui proteste? Vous m'entendez ou pas? Oui. J'entends, mais je ne vois pas où vous êtes, c'est pas grave. Voilà. Parce on a la lumière dans les yeux, donc on ne voit pas bien. Oui, donc je voulais revenir à la fois sur cette notion d'identité, ajouter quelque chose à ce que vient de dire aussi Alain David, et revenir aussi sur la notion d'identification. La notion d'identité, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, quelle est la particularité de l'universalisme à la française? C'est qu'il postule que d'un côté, il y a des citoyens libres et égaux en droit, et de l'autre côté, si je puis dire, cette collectivité est formée de personnes qui sont des personnes singulières. Qu'est-ce qui ne va pas dans la notion d'identité? C'est qu'on a fabriqué, enfin ailleurs, dans d'autres formes culturelles, il y a ce qu'on appelle des communautés qui rassemblent non pas des personnes, mais des individus qui sont tous pareils pour le coup. Qu'est-ce que c'est l'individu? C'est le membre d'une communauté et il doit se plier aux règles et à la définition de la personne, enfin de l'individu justement qui règne dans la communauté. Donc moi, il me semble intéressant de bien signaler cette espèce de niveau intermédiaire entre l'universel et le singulier qui est celui de l'individu de la communauté. Et c'est celui-là qui nous pose un problème parce que celui-là postule qu'on doit obéir, qu'on doit s'adapter à la définition de la personne que propose la communauté. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était à propos d'identification.
moi, je ne balayerai pas si vite, cette notion, en la prenant d'un point de vue plus sociologique peut-être. Ce matin, je parlais d'être en relation. Et je disais, finalement, c'est dans la relation que je trouve mon identité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je disais, une prof devant mes élèves, un avocat devant mon client, un médecin devant le patient, une petite fille devant ma grand-mère, etc. Ça veut dire quoi ? Et c'est là que la notion d'identification est intéressante, c'est-à-dire que ce que je suis procède d'une multitude d'identifications provisoire. C'est-à-dire qu'à certains moments, je suis quelque chose, mais à l'instant suivant, dans une autre interaction, je serai autre chose. Et au fond, c'est ça qui me paraît être intéressant dans la notion d'identification. Oui, je sais, nous devons terminer et rendre la salle. Merci. Voilà, merci. Il y a encore une autre question ? Nous n'avons plus le temps d'une autre question, mais on a le temps peut-être d'une réponse. Oui. Non, moi je pense qu'il y a des causes historiques au repli identitaire. Il faut pas se... C'est trop compliqué de raisonner comme ça. Si il y a eu ce repli identitaire dans les années 90, je pense que c'est parce que c'est l'échec du communisme. Dans un monde où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas l'engagement religieux, il n'y a pas d'universel de... l'idée communiste était tout à fait extraordinaire parce qu'elle voulait réaliser enfin ce qui n'avait jamais été réalisé, c'est-à-dire la liberté et l'égalité. Bon, ils ont réussi l'égalité, raté la liberté. Et à partir de ce moment-là, quand on fait de l'histoire, on voit très bien, je dirais les années 90, après la chute du mur de Berlin, que notamment aux États-Unis, les questions identitaires deviennent fondamentales et remplacent complètement l'engagement marxiste, en quelque sorte. C'est exactement les mêmes lieux. Et là-dessus, évidemment, se greffe tout le combat anticolonialisme, tout le combat de 68, de la révolution des mœurs. Moi, je l'ai vu aux États-Unis dans ces années-là. J'en donne d'ailleurs un exemple, c'est quand en effet ça passait dans la vie courante, hein, cette question. J'étais en Californie, dans un campus, et on ne pouvait pas tous dîner à la même heure, parce qu'il y avait d'un côté ceux qui mangeaient ceci, de l'autre côté ceux qui mangeaient cela, un troisième mangeait, et on ne pouvait pas dîner ensemble. Et ça c'était très caractéristique, c'était tout à fait nouveau. Ça allait jusque-là. Hein. Et c'est ça qui a été la cause principale du remplacement, enfin de l'engagement plus universel par les questions identitaires. Donc ça reposait aussi sur quelque chose de très vrai, c'est-à-dire une autre forme d'inégalité, une égalité entre les Noirs et les Blancs, les hommes et les femmes, voilà. Donc ça partait d'une bonne intention. Et ça allait échouer aussi. De toute façon, tout ce qui part d'une bonne intention comme ça, c'est souvent, ça aboutit à une dérive. C'est pas du tout le cas de l'extrême droite. Hein. Elle répète toujours la même chose depuis Drummond. Hein. Merci. Juste un mot. Sur la communauté, c'est l'appartenance qui est le concept central. Et après, aujourd'hui, on parle de l'identité à la place de l'appartenance. La communauté détermine des liens d'appartenance. Et d'autre part, moi, je ne suis pas pour la suppression de l'identification comme concept, puisque dans la psychanalyse, il n'y a pas que l'identification, il y a la désidentification, qui est de libérer de ces identifications inconscientes qui ont pu être aliénantes. Mais je dis simplement que ce terme de même, de id, de ipsé, etc., sont d'une extrême dangerosité. Extrême dangerosité.